Bon, mais Pierre, bonjour à toi. Bonjour à toi, Pierre. Entre Pierre, tout va bien? Exactement. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Écoute, Donc, merci à toi. cela fait partie d'une série de vidéos qui a pour objectif de donner un petit peu la parole à tous les académiciens qui ont suivi déjà la formation et avec qui j'avais envie de retracer un petit peu, de faire une rétrospective pour savoir un petit peu, pour voir quelles étaient les zones où les sujets qui avaient été abordés avaient pu faire émerger ou susciter des questionnements, des raisonnements dans la singularité de chaque académicien, c'est-à-dire en fonction de leur métier, en fonction de leur mode de vie, en fonction de leurs préoccupations, qui sont toutes différentes. Savoir un petit peu justement comment est-ce que ce travail au sein de l'académie euh, a permis à chacun de cheminer, je dirais, avec des outils différents de ce qu'on me propose d'habitude et qu'est-ce que cela a pu changer en fait chez chaque personne. Donc aujourd'hui, si tu veux bien, on va un petit peu, je vais te laisser parler, on va échanger bien entendu, mais l'idée, ça va être un petit peu toi, de nous partager par rapport à ton quotidien, par rapport à ta profession, ce qui a évolué, ce qui a changé suite au travail que nous avons fait ensemble au sein de l'académie, et quels sont les éléments que tu retiens aujourd'hui, et éventuellement, bien entendu, que tu pourrais conseiller avec le recul pour toutes les personnes qui pourraient être intéressées par la suite pour nous rejoindre. Ok. Bah déjà, vaste sujet. Comme on en discutait la dernière fois, ça émerge énormément, énormément de sujets. Donc, la première des choses que je pourrais dire, c'est moi, ça m'a rassuré. Je vais vous développer la chose. En gros, aujourd'hui, sur les réseaux, sur le nombre d'experts, enfin, en tout cas, gens qui se disent experts en santé, ils arrivent avec des certitudes. Et ils arrivent en disant moi je sais, etc. Donc souvent quand on arrive et qu'on fait des formations, j'en ai fait énormément, on arrive en se disant oh là là, en fait je sais pas grand-chose, mais eux ils le savent. Donc là déjà c'est un peu stressant quoi. C'est un peu oh bah faut que je me mette à la page, etc. quoi. Et moi ce que ça m'a apporté l'académie, c'est déjà premièrement ça m'a remis en phase avec ce que moi je vivais au quotidien, à savoir, bah en fait, on me vend des choses qui sont exceptionnelles, je les mets en pratique, et en fait, c'est pas si exceptionnel que ça. Ça fonctionne pas, ou ça fonctionne peu. Donc en fait, je me disais, ben, je suis fou ou je suis pas fou? Bah en fait, non, je suis pas fou, c'est juste que c'est normal que ça fonctionne pas. Ben, juste pour rappeler aux gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais rappeler ce que tu fais comme, Ah comme oui, métier? alors, moi, déjà, avant de dire mon métier, puisque je trouve que c'est dommage de se définir par son métier, je suis déjà papa Mhm. de deux petites filles. Ça, Ouais, c'est déjà un métier à part entière. ouais, Et puis, sinon, moi, je suis kinésithérapeute donc, de formation, de base, en libéral. Donc, mhm. ça, moi, ça fait 18 ans que j'exerce. Et puis, de fil en aiguille, et notamment de par la pratique que j'ai pu avoir avec mes patients, je suis tout le temps confronté à des difficultés, on va dire, je mets en place des choses et je vois que ça fonctionne pas. Et donc, tout de suite, ça fait poser des questions et donc, après, je vais chercher des réponses en me formant. Et ça depuis 18 ans. Donc, j'ai engrangé pas mal d'informations qui se sont changées en savoir, en tout Mhm. cas, j'espère. Voilà. Et puis, en fait, je me rends compte qu'en fait, tout le monde vend du rêve. Et personne ne fait un travail, je dirais, donc de synthèse. Et c'est souvent, je trouve, très anxiogène. Sous-entendu, moi, quand je me forme, mais j'y arrive toujours pas, quoi. Et comme je te disais, pour revenir sur ce que je te disais au départ, ce que je vous disais au départ, c'est que à l'académie, enfin, on nous dit, on sait des choses, mais on sait beaucoup, beaucoup, peu de choses. Et ça, tout de suite, moi, ça me rassure. En fait, je me dis, ah, ça fait du bien. En fait, c'est pas moi, en fait. C'est juste que c'est normal, en fait. C'est la science et on n'arrive pas à comprendre et c'est très complexe. Donc ça, déjà, c'est très rassurant. Moi, ça m'a énormément rassuré. Donc ça, déjà, merci. Et puis j'ai retrouvé un autre goût, c'est-à-dire de par le fait que tu nous montres qu'en fait, bah, il y a des limites
Et ces limites, l'idée, c'est d'ouvrir au maximum pour repousser les limites, mais on aura toujours des limites. Ça nous permet, moi, ça m'a permis de retrouver le waouh que j'avais un peu perdu. Voilà. Et ça, c'est l'émerveillement, je trouve ça magique. Donc moi, j'ai retrouvé une forme d'émerveillement en me disant, bah ouais, je comprends pas ce qui se passe, mais justement, c'est ça qui est trop bien, quoi. Voilà. Voilà. Ça, c'est un truc vraiment, ça, c'est génial. Mm. Ça, c'est un aspect très intéressant que tu soulèves parce que aujourd'hui, la tendance, elle est vraiment effectivement dans toutes les formations, hein. Moi, je n'en connais aucune qui ne soit pas dans cette tendance de promouvoir justement des compétences, c'est-à-dire de transmettre et d'enseigner des choses qui sont maîtrisées ou qui paraissent au moins comme su, et qui vont permettre de développer par la suite une compétence. Et donc de s'asseoir avec une certaine forme de connaissance un petit peu absolue. Et c'est ça qui va distinguer les personnes qui font la formation des autres. Et là, justement, on met complètement à l'écart la place de l'incertitude. Et dans l'histoire des sciences, comme on l'a vu à l'académie, cette notion d'incertitude, en fait, elle a colonisé toutes les branches de la science. Et c'est même elle qui a créé probablement la plus grande révolution scientifique et philosophique. C'est-à-dire que là où on pensait justement à la fin du 19e siècle qu'on comprenait tout, qu'on maîtrisait tout, et que ce qui restait à découvrir, c'était simplement des détails, c'est-à-dire des petits chiffres après la virgule, mais qui ne transformeraient pas notre façon de voir le monde, mais qui seraient uniquement des notions de précision dans la mesure, eh bien en fait, tout a été chamboulé parce que suite à ça sont apparues la physique quantique et la relativité, qui toutes les deux en fait ont cette caractéristique que malheureusement la plupart des gens n'ont pas pris la mesure, c'est justement cette notion de relativité, bon, comme son nom l'indique pour la relativité, mais aussi d'incertitude pour la physique quantique. Et du coup, beaucoup de gens passent à côté aujourd'hui de cette notion que nous pouvons souvent nous émerveiller du monde par la contemplation de notre ignorance. Mais attention, contemplation, il faut l'opposer à inconscience. C'est pas pareil, parce que quand on ignore qu'on ignore, on ne peut pas contempler. Par contre, quand on sait qu'on ignore, on contemple. Et on peut apprécier et se laisser porter en lâchant prise, en arrêtant d'essayer de tout contrôler, parce que de toute façon, on ne contrôle pas tout, et on peut apprécier de plus en plus, et je pense que c'est l'une des caractéristiques du travail au sein de l'académie, c'est qu'on peut apprécier de plus en plus de travailler dans ce que j'ai appelé l'hormèse intellectuelle, c'est-à-dire un inconfort, quelque chose qui est considéré comme un inconfort habituellement parce qu'on ne maîtrise pas et on ne comprend pas tout. Mais comme on le regarde de notre point de vue, eh bien, ça nous permet de comprendre qu'il n'y a pas que l'intellect qui travaille, mais que pendant que l'intellect se repose parce qu'il ne comprend pas, eh bien, c'est une autre partie du corps qui prend le relais et qui comprend. Et ça, je pense que c'est une approche qui est très, très singulière. Toi, ce que tu me dis me fait penser à deux références spécifiques que j'ai. Je ne sais pas si vous connaissez ou les gens connaissent la programmation neurolinguistique, donc Bandler et Grinder. Ouais. Eux, ils ont bien expliqué en fait le processus d'apprentissage et jusqu'au processus d'enseignement, où il expliquait qu'en fait, au départ, quand vous êtes devant une information ou devant un savoir, vous êtes inconscient de votre incompétence. C'est normal. Ouais. Puis après, progressivement, vous prenez conscience de votre incompétence. Et c'est là que le travail commence à se mettre en place. Puis vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez. Souvent, vous avez quelque chose qui intellectuellement, moi, je trouve ça intéressant. C'est Louise Tremblay qui disait c'est le temps d'intégration somatosensorielle. Ouais. Donc, il disait voilà, vous avez un temps d'adaptation et suivant ce temps d'adaptation, vous allez pouvoir être conscient de votre compétence. Et puis, quand vous voulez passer du savoir à la connaissance, souvent, il va falloir devenir inconscient de votre compétence. Et c'est là que, quand vous êtes inconscient de votre compétence, c'est là que l'intégration du savoir peut se faire et donc devient en quelque sorte une connaissance. Et c'est là que je trouve génial
C'est quand vous voulez devenir un enseignant, il faut redevenir confiant de votre connaissance. Et ça, je trouve ça génial. Voilà, donc c'est ce que tu viens de dire, c'est ce que ça m'évoque en fait, ce processus d'apprentissage. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Ça m'a beaucoup apporté ce que tu nous as raconté. C'est au départ, il y a une information qui va se changer en savoir et progressivement, elle se changera en connaissance. Et c'est là qu'il y a vraiment une intégration qui va se faire. Ça, je trouve ça génial. Et ce qui va être déterminant, et c'est là où on met vraiment un point d'honneur dans la structure, si tu veux, de la formation, c'est que ce qui va être déterminant là-dedans, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas notre capacité intellectuelle. Beaucoup de gens pensent que ils vont s'accorder ou pas à faire telle ou telle formation parce qu'ils ont les compétences intellectuelles. Or, ce qu'on a nous démontré, c'est que ce n'est pas au niveau de l'intellect que ça se joue, c'est au niveau de la posture. De la posture, c'est-à-dire où est-ce que moi je me positionne? Est-ce que je suis dans une posture passive, c'est-à-dire je me pose dans un paradigme de sachant et d'ignorant, dans un rapport pyramidal entre un professeur qui sait et moi qui ignore, et donc je suis totalement passif parce que lui sait, et donc l'eau coule, si tu veux, d'en haut. Et donc moi, je reçois un petit peu tout ce qu'il y a, mais en étant passif. Ou alors, je renverse ça, je me rends compte de tous les biais cognitifs qui peuvent exister dans le rapport au savoir et de la façon dont j'apprends les choses. Donc, cela veut dire que ma posture, ma façon de voir les choses, ma façon de penser le monde a un impact dans la manière dont je vais recevoir la transmission. Donc, je ne suis plus passif parce que le fait que je sois passif va altérer, va modifier déjà ce que je vais recevoir. Donc, je décide de changer ma posture, de me mettre dans une posture active, vigilante, attentive. Et c'est ça qui va déterminer ma capacité à apprendre ce que l'enseignant souhaite me transmettre. Et donc, on voit bien que ce n'est pas une question d'intellect et que beaucoup de gens aujourd'hui se résignent à entreprendre des formations parce qu'ils pensent que intellectuellement, parce que nous sommes rentrés dans une ère de compétition intellectuelle, là où l'intellect a très très peu de place finalement dans l'apprentissage, c'est quelque chose qui va se développer en termes de compétences par la suite. Mais au départ, c'est la posture qui détermine. Et cette posture, elle est déterminée elle-même par quoi? Eh bien, elle est déterminée par la façon dont nous voyons le monde. C'est-à-dire la façon dont nous appréhendons les choses, la façon dont nous comprenons la relation entre un enseignant et un élève. Et si nous ne comprenons pas les enjeux qu'il y a derrière la relation, eh bien, nous serons dans une situation où nous subirons l'apprentissage. Donc, c'est une question de posture que l'on met en avant à l'académie et non pas une question d'intellect. Et c'est pour ça qu'on a la chance dans l'académie d'avoir une telle hétérogénéité de personnes qui viennent et qui participent à cette formation, justement parce que le vecteur, c'est la posture, c'est-à-dire de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je souhaite vraiment faire, quelles sont les choses qui m'animent et non pas quelles sont les capacités que je crois avoir parce qu'à l'école, on m'a dit que j'étais bon ou que j'étais mauvais, parce que mes parents m'ont dit que j'étais bon ou que j'étais mauvais, parce que les amis m'ont dit ci, m'ont dit ça. Pas du tout. Tout dépend. En fait, cette quête du savoir, cette quête de l'apprentissage et de la connaissance, elle part maintenant de nous, elle part de l'intérieur, individuellement, et non pas de ce que la société nous autorise ou pas à entreprendre. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais alors, tu vois, ça me fait penser à autre chose. C'est, tu dis que l'esprit, et donc comment on voit le monde, vient aussi de comment on le pense. Ouais. Je vais aller un peu plus loin, comme le support de l'esprit, c'est le corps, et on parle de posture. Donc en fait, si ton corps est souple, si ton corps est fluide, entre guillemets, eh bien ton intellect sera fluide. Et donc s'il est fluide, il sera capable de s'adapter un petit peu plus, d'avoir une hormèse intellectuelle un peu plus importante. Et tu vois, D'accueillir. je vois, je suis pratiquant d'aïkido depuis 15 ans, maintenant, et je vois en fait la différence. C'est-à-dire que
les gens, les débutants ont des corps qui sont figés, ont des corps qui sont, je dirais, dans le contrôle absolu. Tu vois. Et à force de pratiquer, etc., ils commencent à s'assouplir, ils acceptent la contrainte, tu vois. Et en fait, ils voient que l'acceptation de la contrainte, ok, ils vont chuter, ils vont tomber. Mais en fait, si tu tombes en étant rigide, tu te fais mal. Par contre, si tu tombes en étant fluide, ah bah ça repart. Et ça recommence, comme un cycle, tu vois. Et je trouve que cette analogie est pas mal, c'est à la fois, si ton esprit est fluide, ton corps sera fluide, mais si ton corps est fluide, ton esprit sera fluide. Toi, c'est comme si ça communiquait tout le temps entre les deux. Et je trouve Ça ça génial. communique, ça communique tout le temps et les deux se nourrissent mutuellement. Ils nourrissent Mais mutuellement. lorsque ton esprit décide de se focaliser uniquement justement sur des références qui sont liées à la raideur, c'est-à-dire la compétitivité, Mhm. le fait d'être dans le contrôle, le fait d'être toujours normé, eh bien, tout Performance. ce que tu crées avec ton esprit, eh bien, en fait, tu l'imprimes dans ton corps. Mhm. Et ça va être imprimé et ça va être vécu par ton corps. Ce qui fait qu'effectivement, ton corps va se raidir et tu vas interagir avec ce monde matériel avec cette rigidité. En fait, Mhm. ce qu'il faut essayer de s'imaginer, c'est que tu sais que vraiment la notion clé de notre académie et de l'homéorésie, c'est vraiment Mhm. la notion de relation, la notion de lien. D'accord? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre relation au monde, elle est intrinsèquement liée à la façon dont notre corps et notre esprit autorisent les interactions avec l'environnement. Et ça, c'est justement, ça peut être évalué, on va dire, par ce dont on vient de parler, c'est-à-dire la rigidité. Plus tu vas être rigide, plus tu vas être perméable. Et plus tu vas être souple, et plus tu vas devenir imperméable. Donc l'idée n'est pas d'être dans un extrême, mais c'est de, comprenant les implications d'une telle situation, c'est-à-dire que si tu es trop rigide physiquement, que tu te construis un corps qui n'en peut plus, qui va exploser, que tu as une vie qui est bâtie sur des routines hyper strictes, que tu ne peux pas déborder, tout ça, tout ça cumulé, fait que ton interface avec l'environnement s'amenuise. Et en s'amenuisant, tu ne peux plus interagir. En fait, c'est comme si tu t'isolais de la nature. Et donc là, il y a une Totalement. espèce de dissonance qui se crée. Et ça nous fragilise. Ça nous fragilise Tout à énormément. fait d'accord. Donc, Je suis tout à fait d'accord avec toi. donc comprendre que notre santé, globalement, dépend de la qualité de notre interaction avec notre environnement, va aussi passer par notre capacité à jouer et à évaluer ce niveau de souplesse de notre esprit et de notre corps par rapport à l'environnement. Tout à fait. Et le travail que nous faisons au sein de l'académie, c'est justement le fait de, primo, prendre conscience de cela, c'est-à-dire prendre conscience qu'il y a une notion de souplesse qu'il faut comprendre. Et c'est par là que passe l'hormèse intellectuelle. Et deuxièmement, la mettre en pratique, c'est-à-dire au travers de la relation que vous entretenez avec la structure de mon cours, qui est très spécifique et qui est pensée de cette façon-là. Et c'est pour ça que la structure de mon cours est aussi singulière, c'est-à-dire que c'est vraiment une façon très, très, très particulière d'amener l'information. C'est penser justement pour travailler dans notre intellect, pour faire pénétrer dans notre intellect cette notion d'assouplissement. Commencer à étirer là où nous avons pendant des décennies construit avec les écoles, les universités et même les formations une espèce de raideur, Et de rigidité. Hein. une rigidité, mais parce que nous avions soif de certitude, parce que nous étions pétris de peur.
Ah que oui, nous ça, étions sûr. pétris de peur, que nous avions manque de confiance en nous, on nous a vendu de la rigidité pour répondre à cette peur, pour nous rassurer, sauf que on ne prend pas conscience du système dans lequel évolue cette raideur. Et donc, comme nous oublions que nous ne faisons pas partie de la nature, mais que nous sommes la nature, eh bien, cette rigidité, eh bien, elle se retourne contre nous. Et aujourd'hui, nous ne sommes absolument pas capables de mesurer les implications et de bénéficier pleinement de tout ce que nous avons véritablement découvert, que ce soit en science ou ailleurs. Et donc, nous sommes un petit peu enfermés dans des savoirs ou dans des pseudo-connaissances que nous faisons tourner en rond, qui s'enferment dans des paradigmes qui deviennent finalement des dogmes, mais dont nous sommes incapables de nous extraire et de nous échapper, car nous sommes inconscients de notre ignorance. D'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. Et tu vois, ça me fait écho à un concept développé par un biologiste qui s'appelle Olivier Hamon, Ben je oui, sais pas si tu connais, bien sûr, ben qui oui, lui fait vraiment le parallèle entre oui, performance et robustesse. Et je exact, trouve que c'est totalement la même chose. C'est-à-dire que oui, on crée des corps et des esprits ultra performants, ultra spécialisés. Mais comme ils sont ultra spécialisés, ultra performants, en fait, ils sont rigides. Donc exactement. rigides, ils ne peuvent pas tenir en fait toutes les, les, on va dire les aléas de la vie qui font Voilà, que normalement tu dois t'adapter correctement en fait. Donc tu ils, n'es plus robuste. Tu es ils ne performant, hein, peuvent c'est pas, trop bien, hein, mais tu es robuste. ouais, Très spécialisé quoi. exactement. Ils ne peuvent pas faire face, comme il dit, en fait, à l'entièreté du spectre d'incertitude de la D'incertitude, nature. exactement. Et comme je t'expliquais, enfin, comme je vous l'ai expliqué dans le cours, comme je te l'ai dit juste avant, l'une des grandes révolutions conceptuelles, mais aussi philosophiques, que n'a pas encore intégré la majorité des gens, c'est cette notion d'incertitude. Nous vivons dans un monde d'incertitude. Et cette incertitude, elle n'est pas liée à un manque technique ou technologique de nos outils de mesure. Elle est un principe intrinsèque de notre univers. Notre univers Exactement. fonctionne comme ça. Et donc, aujourd'hui, lorsqu'on a des gens qui cherchent encore des certitudes, qui cherchent encore à se rassurer en ayant l'impression de tout savoir et surtout d'appuyer leur raisonnement à partir de modèles réductionnistes excessifs, bien en fait, ça, c'est obsolète. Normalement, nous ne devrions plus faire ça parce que nous savons qu'en faisant ça, nous devenons rigides. Alors attention, on devient performant, en tout cas d'un point de vue de l'ego, on devient performant parce qu'on devient fort, mais on devient fort par rapport à une image que nous avons du vivant, Exactement. mais pas de la façon dont le système fonctionne. Et donc par rapport au système, c'est-à-dire qu'on va devenir plus fragile, on va perdre notre capacité justement à s'adapter à des amplitudes de perturbation. Exactement. C'est ce que je dis beaucoup maintenant à mes patients. Je leur dis, là, dans le système dans lequel vous êtes, je prends une analogie ou une homologie, je leur dis, vous êtes une pierre. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que vous deveniez gélatine. Regardez, quand je vous tape, la gélatine, elle fait ça, Ouais, mais elle reprend sa position. ouais, c'est La ça. pierre, quand je tape fort, qu'est-ce qui se passe? Elle casse. Ah, souvent, les patients, ils font, c'est pas faux ce que vous dites, ça mérite réflexion. Mais ouais, en fait, plus on est euh, flexible, moins on casse. C'est ça. Ça, c'est sûr et certain. Et je donne souvent une analogie aussi avec mes élèves, parce que bon, tu parles de l'eau, etc., dans tout ce qui est biologie quantique. Exactement. Je leur dis souvent, regardez la différence entre un enfant, un nouveau-né, et un vieillard. C'est quoi la diff? Alors, il regarde, il réfléchit, il dit, bah, je sais pas et tout. Bah, regardez, il y en a un, il est ultra rigide, et il y en a un, ça bouge de partout et c'est gorgé d'eau. C'est un bibendum, c'est le Michelin, quoi. Et ben voilà la diff, en fait. L'enfant a une capacité adaptative de malade avec beaucoup d'eau, beaucoup de mouvement, et la personne âgée, elle est rigide, elle manque de mouvement et elle est sèche. Ah, je pense que l'analogie est intéressante, quand même.
Et tu vois, dans le dernier module, justement, sur la biologie quantique, où je reprends les deux éléments qui, pour moi, sont les deux éléments les plus sous-cotés actuellement dans la biologie et qui vont être à l'origine des plus grandes révolutions de notre compréhension du vivant dans les années et les décennies à venir, que sont la lumière et l'eau. Lumière et l'eau. La raison pour laquelle nous sommes aussi robustes, c'est justement parce que nous sommes essentiellement composés d'eau. Et oui. Et c'est là où l'un des secrets de la vie réside. C'est-à-dire que l'eau a une capacité justement à absorber et à s'adapter qui est bien plus important que toute autre forme. Et c'est ça qui nous rend justement robustes. Tu vois, ça me fait penser à ce que nous avait fait Gauthier. Parce que tu te souviens, Gauthier, Oui, il nous oui. avait parlé de l'eau. Bah ouais, hein, Gauthier quand même. Il nous avait parlé de l'eau et de la forme tétraédrique spécifique de l'eau, qui Alors, fait Gauthier, qu'elle est. juste Gauthier, pour ceux qui ne le savent pas, qui est un Bonjour académicien. Gauthier. Voilà, Gauthier, on te salue, bien évidemment. Gauthier, qui est un des académiciens aussi, qui nous a fait une présentation. Donc, Voilà. vas-y, je te laisse Donc, expliquer. ça, c'est important aussi de le dire, c'est que dans ton code académique, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que en fait, euh, tu nous obliges à faire des travaux sur un sujet qu'on a apprécié, qui nous a suscité de la réflexion. Et l'idée, c'est, avec nos propres mots, avec une construction particulière, de présenter quelque chose, si on est volontaire, auprès de l'académie. Déjà, ça nous oblige à faire un travail d'intégration, donc ça, c'est pas mal. Ensuite, ça nous demande automatiquement d'essayer d'exprimer des concepts qui sont bon, très complexes. Donc, ça nous met à l'épreuve, entre guillemets. Et en fait, en mettant à l'épreuve, ça nous permet d'intégrer encore mieux. Donc, ça, moi, je trouve ça génial, tu vois. Ça, Mais ce travail, juste avant que tu expliques ce que nous a dit oui, Gauthier, ce travail, justement, au sein de l'académie, il est fondamental parce qu'il revient sur la notion de posture dont on parlait tout à l'heure. Tu sais, le fait que ce n'est pas tout à fait. l'intellect qui prime. Et donc, dans cet exercice, dans ce travail que je vous demande, le but, ce n'est pas de nous faire quelque chose qui soit parfait ou qui soit juste ou qui soit. Non, l'idée, c'est que vous preniez l'habitude de ne pas être passif dans votre apprentissage et que vous alliez vers des domaines où vous n'avez pas l'habitude d'aller et de vous mettre en mouvement et d'être actif. Mais actif, attention, comme c'est quelque chose qui peut être déstabilisant parce qu'on n'a pas l'habitude, eh bien justement, cette académie a été créée dans cette idée-là. C'est-à-dire que l'académie, c'est un ensemble d'académiciens bienveillants qui permet de créer le cadre parfait pour accueillir quelqu'un qui ne serait pas en confiance ou qui n'est pas habitué à ça, mais qui aimerait essayer. Eh bien là, c'est le cadre parfait parce que tout le monde est d'une gentillesse et d'une bienveillance parce que justement, nous ne sommes pas dans une compétition, dans une comparaison. Nous sommes tous des amoureux du vivant. Nous sommes tous des amoureux de l'émerveillement. Nous avons tous envie d'apprendre et surtout de partager cet amour que nous avons du vivant. Donc, c'est l'endroit parfait justement pour promouvoir cet exercice, pour que les gens soient de plus en plus à l'aise avec ce changement de posture qui va les rendre de plus en plus actifs. Tu vois, donc tu les avais interprétés, enfin, tu les avais baptisés les soirées des académiciens. Oui, tout à fait. Moi, je trouve qu'il y a quand même, tu vois, il y a trois mots qui me viennent à l'esprit, tu vois. Le premier mot, c'est sécurité. Ouais. Donc, tu vois, déjà, tu peux t'autoriser à première les choses. Ah ouais. Ensuite, pour moi, c'est passion, tu vois. On sent qu'il y a de la passion, tu vois, machin. Alors, Et puis, un peu défi, quoi, tu vois. oui, Là, mais je trouve que c'est bien, tu vois. Bah, c'est un peu ce que tu nous expliquais, c'est de l'hormèse, quoi. Tu vois, mais c'est même plus que de l'hormèse, c'est de l'homéorésie, réellement. Tu vois? exactement. Voilà. Exactement. Je trouve que c'est cool. Bon, bref, passons pour la parenthèse. Bon, Alors, on est un peu passionné, donc on est au taquet, mais c'est ça. Vas-y. euh, juste pour dire, oui, voilà, Gauthier nous avait expliqué que en fait, la structure de l'eau spécifique, quand on regarde au niveau moléculaire, Mhm. elle a une structure, si je ne dis pas de bêtises, tétraédrique, et c'est cette structure-là qui donne toutes les propriétés spécifiques de l'eau, et notamment la spécificité de la stabilité, Ouais, mais en même temps aussi de la mobilité et de toutes les propriétés biochimiques. ouais. Et ça, en fait, c'est génial. C'est quelque chose que, et alors moi, ça m'a permis de faire le lien avec le fascia et tout ce qui est structure géométrique.
qui nous permettent en fait d'avoir à la fois cette stabilité, mais à la fois cette mobilité. Et c'est vrai que, bon, en plus je suis enseignant en anatomie, et on regarde dans les grandes fonctions du corps, ou dans les grandes articulations du corps, c'est toujours, mais tout le temps, hein, un compromis entre stabilité et mobilité. C'est constamment ça. Alors, quelquefois, il y a plus de mobilité, quelquefois, il y a plus de stabilité, mais c'est tout le temps ce compromis-là. Tout le temps. Alors, tu vois, là, il y a quelque chose aussi de très intéressant dans ce que tu dis, et ça renvoie encore à la structure de la formation de l'académie. Tu vois le module sur la physique quantique et la relativité. Dans le module sur la relativité, il y a un élément qui est fondamental, c'est de comprendre. Il y a deux choses. Il y a comprendre historiquement comment apparaît une révolution scientifique, c'est-à-dire quels étaient les problèmes qui étaient posés et qu'est-ce qui a été proposé pour dépasser ce problème. Mais ensuite, c'est quelles sont les implications de ce mécanisme qui nous amène à devoir dépasser un cadre de pensée initial. Et ça, c'est souvent un élément qu'on oublie. C'est-à-dire qu'on regarde la révolution, on essaie de comprendre, mais après, on oublie de se dire « Ah, mais tiens, c'est bizarre, chaque fois, on est obligé de passer des crans. » Et si, au lieu d'analyser avant et après, on essayait aussi d'étudier l'interface. Qu'est-ce qui se passe justement? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça switch et qui permet cette transformation? Eh bien, dans le cadre de la relativité, que ce soit la relativité restreinte puis la relativité générale, un élément qui a été fondamental pour Albert Einstein, c'est le principe de géométrisation. Ça, on y reviendra, même nous plus tard au sein de l'Académie, parce que dès qu'on va vouloir rentrer dans la complexité, c'est quelque chose avec lequel on va revenir, notamment avec l'embryologie. On passe. Dans le cadre de la relativité, Einstein comprend quelque chose de très très important, c'est que si on veut comprendre l'espace et le temps, il ne faut plus les appréhender comme nous le faisons traditionnellement, mais qu'il faut essayer de les géométriser. C'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre quelle est leur structure et comment elle se déploie dans l'espace et dans le temps. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé avec les fascias? Parce que nous, ce qui nous intéresse, encore une fois, je le répète, au sein de l'Académie, c'est le vivant, c'est la biologie. C'est-à-dire, si on travaille avec autant de rigueur, de discipline sur les sciences, que ce soit la physique, que ce soit, c'est parce qu'elles ont beaucoup de choses à nous dire sur justement l'aspect contemporain de la biologie. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Lorsqu'on a, tu sais qu'on a mis beaucoup de temps à découvrir les fascias, parce que justement, ils étaient translucides, et puis surtout, on avait du mal à bien les observer. Mais il y a eu une étape, il y a eu une période, lorsqu'on a découvert les fascias, où pendant très longtemps, on leur a attribué des propriétés qu'on a compris par la suite qu'ils n'avaient pas, parce qu'on n'arrivait pas à les comprendre. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas à les comprendre? Parce qu'on posait les mauvaises questions. Et pourquoi est-ce qu'on posait les mauvaises questions? C'est parce que nous posions des questions dans le mauvais référentiel. C'est-à-dire que pas le bon, quoi. Le cadre n'était pas le bon. Et si les personnes qui travaillaient sur ça avaient étudié l'histoire de la relativité et qu'ils avaient compris comment justement Einstein, par exemple, avait réussi à faire ce pas de côté pour élucider un problème extrêmement puissant de l'époque, eh bien, ils auraient pu gagner du temps parce que c'est ce qui s'est passé. À partir du moment où on a commencé à géométriser les fascias, c'est-à-dire à les comprendre comme une structure spatio-temporelle et donc à étudier leur cinématique et non pas uniquement des clichés à l'instant T, là est apparu un nouveau monde, un nouvel univers qui était totalement insoupçonné. Et c'est là où on a compris qu'il y avait une véritable révolution au niveau des fascias. Et aujourd'hui, donc on a compris ça, donc on comprend de plus en plus de choses, mais on est encore bloqué à un niveau, moi les dernières publications que j'ai lues sur les fascias, on est encore bloqué dans un niveau de compréhension. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore changé ou mis à jour, actualisé la compréhension
du cadre théorique dans lequel nous questionnons la nature du fascia qui est essentiellement hydrique. Ah bah oui, c'est que de l'eau. Les gens qui travaillent sur les fascias doivent se questionner sur l'eau. Et les gens qui se questionnent sur l'eau doivent étudier la physique quantique. C'est sûr. Les QFD. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Oui. Les gens qui travaillent sur les fascias ont peu de connaissances en physique quantique parce que pour eux, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de lien. Exactement, il n'y a pas de lien. Et donc là, on revient à ce qu'on disait au départ. On ignore notre ignorance. Ils ne savent pas, ils ignorent qu'il y a un lien, que du coup, ils créent eux-mêmes les limites de la compréhension du modèle sur lequel ils travaillent. Ça, toi, ça me fait penser à un truc par rapport à cette eau. C'est-à-dire, quand on prend une protéine, alors je crois que c'est Marc-Henri qui est décédé qui disait ça, c'est on prend une protéine, et pour une protéine, vous avez 30 ou 40 molécules d'eau, quoi. Enfin, donc c'est phénoménal, même peut-être plus, ouais. En tout cas, c'est juste pour dire que on se focalise sur la protéine qui est un pouillème de la totalité. Et en fait, bah non, on va pas faire le pas de côté pour se dire, bah attends, on va plutôt regarder la totalité avant de regarder le pouillème. Bah non, ça vient même pas à l'esprit, quoi. Ça, c'est fou quand même. Ça, je trouve ça fou. Effectivement, comme tu le dis, Marc-Henri a été probablement l'un de ceux qui a le plus contribué à cette avancée, en fait, à essayer de faire avancer. Mais il y a une résistance, il y a une inertie. Si tu veux, son travail n'est absolument pas valorisé à la hauteur de ce qu'il a apporté. Mais absolument pas. Il devrait être enseigné partout, en fait, ce gars-là. Et aujourd'hui, on l'entend très, très, très peu. Très, très peu. Tu vois, comme notre philosophe qui est décédé là, très, très vieux là, récemment, Edgar Morin. Edgar Morin, il devrait avoir une université à son nom. Bah, il a une université à son nom au Mexique, ça je sais, mais pas en France, quoi. Enfin, et le gars, il a écrit des pavés sur la complexité. Enfin, ça, je comprends pas. Je pense qu'il y a enfin bon, après, on est des pays latins, donc on est très dogmatique, mais le dogme dans les pays latins, c'est terrible, comparé aux anglo-saxons qui sont un peu plus pragmatiques quand même. C'est vrai. Mais il y a un dogme et une chape, en fait, il faut pas aller au-dessus, quoi. Et souvent, et ça, alors, je vais un peu dans tous les sens, mais souvent, ça rapporte souvent avec tout ce qui est EBP. Mais ça m'énerve. Parce qu'en fait, la plupart du temps, les gens qui parlent d'EBP, ils parlent que l'EBP est l'aspect publication. Et Alors, en fait, pour les gens qui ne connaissent pas cet acronyme, l'évidence de base practice, qui est dérivée de l'évidence base médecine, EBM. Et en fait, il y a alors je vous invite à lire, ça c'est très important, et ça fait deux pages. C'est un article fondateur donc sur le BP et le BM, je crois, qui est fait par Sakai, si je dis pas de bêtises. Et en fait, il explique toutes les bases de ce que c'est que le BP ou le BM. Et quand vous avez lu ça et vous regardez ce qu'on en fait au jour d'aujourd'hui, c'est terrible. Le BP et le BM, c'est un triptyque où en fait vous avez les études scientifiques, certes, mais vous avez l'expérience du praticien et c'est ça qui est fondamental et qu'on oublie tout le temps, c'est qu'est-ce que pense et qu'est-ce que ressent le patient avec ce qu'il ressent, ses croyances, son cadre de pensée, son cadre culturel, et ça, on l'occulte totalement. Et je trouve ça terrible. Donc, en gros, quand on nous donne, quand on essaye d'avancer sur des théories spécifiques, on essaie de les intégrer en biologie, on nous dit, mais ça, c'est pas EBP, il n'y a pas eu d'études qui ont été créées là-dessus. Et en fait, on peut plus rien dire. Ah oui, mais non, c'est pas ça le BP ou le PM. Et ça, je trouve ça terrible. Je trouve ça vraiment terrible. Ils ont perdu le lien, en fait. Ils ont perdu le lien. Ils ont tout isolé et ils étudient les choses de façon isolée, qui n'existent pas du coup. Donc, ils étudient des choses qui n'existent pas. Mais oui. Ou qui existent dans leur imaginaire ou dans leur projection. Dans leur réalité. Dans leur réalité. Mais qui n'a pas du coup de véracité dans notre monde. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est terrible parce que ça nous fait perdre, entre guillemets, du temps sur la compréhension. Tout à fait. Et donc, si ça nous fait perdre du temps sur notre compréhension, ça nous fait perdre du temps sur l'efficience que l'on pourrait avoir lorsqu'on reçoit des gens dans notre cabinet. Exactement. Que ce soit patient, client, mais on perd de notre efficience. C'est terrible. C'est ça. En fait, ce travail, je vais peut-être t'envoyer des éloges, enfin bref, mais c'est un travail de salubrité publique.
Ah non. Mais écoute, je te remercie Salubrité publique. je pense que c'est véritablement le cas. Et pourquoi? Parce que, encore une fois, je le rappelle, cette académie, on l'a créée parce que, non pas parce qu'on n'avait rien d'autre à faire, parce que je le rappelle que ce n'est pas notre métier. Moi, je suis ostéopathe, d'accord. Karine, avec qui on a fondé donc cette académie, aussi à son propre travail, à son compte, de son côté. On a créé cette académie en plus de notre travail parce que nous avions constaté dans notre propre cheminement et dans nos propres recherches et dans notre amour du vivant et de la compréhension qu'il y avait une lacune terrible, mais une lacune qui handicapait et qui prenait tout le monde en otage. Et j'ai envie de dire encore plus les gens qui l'ignorent. Hein, et donc, on s'est dit, bon, bah, écoute, oui, ça va nous demander du travail, oui, ça va nous demander beaucoup de temps, alors qu'on est déjà très pris par nos activités respectives, mais c'est nécessaire en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une condition préalable pour ne plus avancer de façon aveugle et d'avancer de façon, je dirais presque éthique en fait, et de façon consciente dans ce cheminement. Parce que si on veut aborder, si on veut appréhender la complexité avec toutes les subtilités qu'Edgar Morin lui a apportées, si on souhaite vraiment être dans cette rigueur, eh bien, en fait, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de ne pas remettre en question tout ce que nous croyons savoir et surtout nos habitudes. On ne peut pas faire cette économie. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas possible. Et donc, il faut aujourd'hui, effectivement, l'idée avec cette académie, c'était de montrer l'exemple, en fait. En gros, de montrer, écoutez, oui, on fait un constat, on fait ce constat, il y a vraiment un problème, mais on propose quand même une alternative, c'est-à-dire on propose une solution, mais on invite d'autres personnes à proposer d'autres solutions, mais qui prennent conscience de la situation. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des solutions sont des fausses solutions parce qu'elles ne prennent pas conscience de cet état, de cette situation dans laquelle nous sommes. Et donc, l'idée, c'était de rassembler, d'inviter tous les gens qui voulaient du coup faire un travail rigoureux sur le vivant et sur la biologie pour, en fait, changer les choses. Changer les choses, tout simplement. Donc, oui, donc je te remercie de le dire, de le souligner, parce que nous, quand nous avons créé cette académie, c'était vraiment dans cet état d'esprit-là. On s'est dit, il faut le faire, en fait. Il faut le faire parce qu'il y a besoin de ça. Il y a besoin de ça. Il y a un besoin. Oui. Il y a un besoin à la fois d'apprentissage pour se changer soi-même, mais pas que non plus. C'est un besoin sociétal. Et oui, c'est un besoin humain. C'est humain. C'est un besoin humain, ouais. Et on est quand même dans un monde de peur, je pense, de grosse angoisse. Ouais. Et les gens pensent que l'incertitude, c'est l'angoisse. Mais en fait, non, l'incertitude, c'est la vie, en fait. Exactement. Et donc, si ton incertitude, c'est la vie et que tu en prends conscience, tu n'as plus peur de l'incertitude. Donc, si tu n'as plus peur de l'incertitude, ta peur, elle se calme. Et donc, si tu n'as plus peur, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu n'es pas obligé de consommer. Enfin, ça a quand même des implications très importantes dans notre manière de nous calmer, en fait, de nous apaiser, quoi. L'un des mécanismes symptomatologiques que l'on voit actuellement, c'est que, comme tu l'as dit, aujourd'hui, on est dans un monde de peur. Tout est fondé, tout est basé pour nourrir l'inconscient collectif et donner l'impression qu'il faut avoir peur, qu'il faut être dans un état de vigilance permanent. Et effectivement, ça, socialement, on le sait, notamment avec toute l'ingénierie sociale, on le sait que la peur est une condition sine qua non pour amener les gens à consommer. OK, on le sait. Mais l'un des symptômes qui nous intéresse, nous, c'est quand même toutes ces personnes qui ont vraiment envie d'apprendre et qui, étant inconscients, étant ignorants de ce mécanisme de peur qui est à l'origine de leur prise de décision, eh bien, en fait, vont, pour faire taire cette incertitude qui est établie comme un épouvantail, comme un ennemi, ils vont accumuler les formations. C'est-à-dire qu'ils pensent que la quantité va venir faire taire cette incertitude. Donc, on va en fait nourrir la bête quelque part.
parce qu'on va la faire grandir de plus en plus, alors que ce dont nous prenons conscience effectivement dans notre travail, au sein de l'académie, en changeant cette perspective, cette posture, c'est que cette incertitude n'est pas un ennemi, c'est au Un contraire, allié. c'est un allié, et qu'au lieu de le combattre, il faut apprendre à dialoguer. Bien Et sûr. donc, un terme qui m'est très cher, que j'aime utiliser pour ça, par rapport à cette incertitude, c'est le terme d'apprivoiser. À l'image du Petit Prince avec le renard, il faut que nous apprenions à apprivoiser notre incertitude et la peur que cela génère. Et tu te rappelles, hein, par rapport au renard, qui lui expliquait au Petit Prince que c'est le Petit Prince qui demandait mais c'est quoi apprivoiser? Parce que le renard lui dit mais il faudra que tu m'apprivoises. Si tu veux qu'on devienne amis, il faudra que tu m'apprivoises. Le Petit Prince, il ne sait pas ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est apprivoiser? Mais pour m'apprivoiser, tu viendras un jour, tu vas t'asseoir à 15-20 mètres de moi, et puis tu vas te poser là. Tu vas te poser là, tu vas m'observer, on va s'observer mutuellement, mais tu vas rester assez loin. Et puis tu vas repartir. Et le lendemain, tu vas revenir. Et tu vas te rapprocher de 2-3 mètres. Et tu vas rester là. Et on va s'observer de loin. Et petit à petit, on va s'habituer mutuellement et on va se rendre compte, on va réaliser que toutes les idées que nous avions de toi et moi, de la vigilance que nous avions créée de l'un sur l'autre, eh bien en fait, c'était qu'une construction mentale. Et qu'il n'y a rien de réel là-dedans. Et au fur et à mesure que tu t'approches, on s'apprivoise mutuellement jusqu'à ce qu'on arrive en contact et nous prenons confiance l'un dans l'autre et on se rend compte en fait que tout ça n'était qu'une illusion. Et ce que tu me dis, c'est génial. C'est l'analogie d'un patient qui apprivoise son symptôme, quel qu'il soit. Exactement. Et ce qui est génial, ce que moi j'ai pu observer depuis après, j'avais déjà observé, mais j'arrivais pas à mettre des mots en fait, tu vois, des concepts. Et ce que j'ai observé, c'est que quand le patient apprivoise son symptôme, le symptôme disparaît. Ça, c'est oufissime. C'est oufissime. Mais vraiment oufissime. Ça, c'est. Alors, excuse-moi, je te coupe parce que ça, c'est exactement ce que nous avons développé. C'est-à-dire, on a expliqué en gros là ce que tu as synthétisé. On a expliqué dans le module, justement, le dernier module qu'on a fait sur la douleur. Sur la douleur. En expliquant justement, donc, dans tout ce qu'on a fait, par rapport à tout ce qu'on a fait au préalable, voir la douleur, questionner la douleur donc différemment pour comprendre en fait que nous avons une mauvaise posture par rapport à la douleur et que comme la douleur est la mère de tous les symptômes, historiquement, eh bien en fait, si nous modifions, si nous apprivoisons la douleur, et intellectuellement mais aussi physiquement, eh bien cela va transformer l'expression de nos symptômes. Parce que nos symptômes n'ont pas d'existence absolue, elles sont l'expression de notre relation au monde. Et c'est pour ça que ce que tu dis est juste et que c'est vraiment une réalité. Et aujourd'hui, c'est grâce à ça que l'on comprend mieux, et c'est pour ça que c'est un chapitre entier de ce module sur la douleur, pour ça qu'on arrive à mieux comprendre l'effet placebo et l'effet nocebo, qu'on ne comprenait pas au départ, et on considérait que c'était quelque chose de purement magique. C'était magique parce que nous n'avions pas fait l'effort de faire ce pas de côté, comme Einstein ou Galilée à l'époque. Mais en changeant notre posture, en faisant notre pas de côté avec l'académie, eh bien en fait, on peut questionner différemment nos symptômes, donc obtenir des réponses différentes, et à partir de ces réponses qui sont différentes, entretenir une relation différente, et donc une expression différente du symptôme. Exactement. Et une posture différente. Là, je parle en tant que thérapeute vis-à-vis du symptôme de ton patient. C'est vertueux. Comme on est homéopathe, parce que ça c'est pareil aussi, ça c'est très important à dire, c'est tu expliques bien où on passe de l'homéostasie à l'hormèse à l'homéorésie. Donc on passe de quelque chose de très statique, d'équilibre et voilà, vraiment, on va dire un équilibre pur, Ouais. hein, sans mouvement, à quelque chose d'équilibrant avec un mouvement, et ce mouvement va rentraîner un équilibre qui sera différent, mais qui deviendra un nouvel équilibre, etc. C'est tout le temps ça. Et en fait, l'idée, c'est que quand votre patient, enfin, moi, c'est comme ça que maintenant je le vois, quand le patient arrive et qu'il me dit j'ai mal, ben, en fait, la première question que je fais, c'est est-ce que c'est un symptôme d'alerte ou est-ce que c'est un symptôme qui laisse à penser que le système, il est en train
de se mettre en mouvement. Et ben rien que ça, je change complètement ma posture, à savoir, est-ce que je deviens interventionniste ou est-ce que je pose juste des questions et je me pose, je me mets de côté, je dis bah je vous écoute. C'est Et en ça. fait, j'ai remarqué que maintenant, quand je reçois les patients, moi je les reçois une demi-heure, mais souvent 1 heure, en Hein. fait, je passe 30, 35, 40, 45 minutes à discuter avec eux et à juste les écouter. Et en Ça. fait, rien que ça, on ne sait pas ce qui se passe, mais il se passe quelque chose. Mais là, tu soulèves, si tu veux, quelque chose de fondamental, effectivement. Et ce que ce module sur la douleur apporte de vraiment très, très important, c'est que comme il change notre posture, il change notre relation au patient, ce qui fait que ça va laisser beaucoup plus de place au patient. Aux Là où patients. le Exactement. thérapeute prenait beaucoup de place au départ. Et lorsque tu dis qu'effectivement, sur 1 heure environ de séance, tu peux passer entre presque 45 minutes à discuter, mais ça, c'est la partie la plus importante du traitement. Parce que le traitement, c'est là qu'il se fait. C'est pas lorsque tu passes, lorsque tu déploies toutes tes techniques et tout ça. Ça, j'ai presque envie de dire, c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est Exactement. le préconditionnement qui va se faire avant de passer justement sur la Exactement. pratique, qui va déterminer si ce que tu vas faire après va être efficace ou pas. Exactement. Tu vois? Si tu veux, l'intervention corporelle, maintenant, je le vois comme un catalyseur, comme un accélérateur du Exactement. processus qui est en train de se faire. Exactement. Si tu n'as pas fait le job au départ, c'est-à-dire Mm. si tu n'as pas fait ton travail de diagnostic, tu vois, moi, je ressors souvent cette phrase qui m'a porté pendant des années de William Gardner Sutherland, hein, qui était un très grand ostéopathe, qui Ouais, a développé tout le domaine de l'ostéopathie crânienne, qui a, très si bien. tu veux, qui a diffusé la philosophie de l'ostéopathie d'Andrew Taylor Still et Mm, mm. qui l'a amené dans le cadre de la sphère crânienne, qui était Crânienne, ouais. une sphère qu'on ne maîtrisait pas du tout. Donc, il a vraiment eu un apport très, très fort. Et ce qu'il disait souvent, c'est que justement, les patients étaient surtraités parce qu'ils étaient sous-diagnostiqués. Mm. Et qu'effectivement, il y a un balancier, c'est-à-dire que moins tu passes de temps à discuter, à diagnostiquer, c'est-à-dire à comprendre la situation, à comprendre ton patient, à affiner le paradigme de ton patient, Mm. plus derrière tu es obligé de compenser ce manque par du traitement et donc par de l'interventionnisme. Tu vois? Et donc, c'est une balance. Par contre, plus tu affines ton diagnostic, mieux tu comprends les subtilités, la singularité de ton patient en l'écoutant et en l'entendant, moins derrière tu as besoin d'intervenir. Parce qu'en fait, de par lui-même, par ta clarté d'esprit, en comprenant vraiment ce qu'il te dit, eh bien, tu d'éliminer tout ce que tu n'as pas besoin de faire. Et en fait, à la Mm. fin, tu ne vas que sur 1 ou 2 points Mm. qui sont suffisants parce que tu comprends par les propos du patient que tout le reste que tu étais censé traiter, eh bien, le corps est déjà en train de le faire. Carrément. Alors après, c'est en fonction de chacun. Il y a des gens qui ont je dirais un degré de. Alors, avant, je parlais, puisque je pratique la médecine chinoise, d'énergie et de capacité énergétique. Là, maintenant, on va dire une capacité d'adaptabilité. Il y a des gens qui arrivent, sont tellement épuisés que leur capacité d'adaptabilité est très faible. Donc, eux, ils vont mettre beaucoup plus de temps pour retrouver une certaine adaptabilité. Donc, il faudra plus de séances. Mais il y en a d'autres où, en fait, cette adaptabilité, elle est très importante. Et en fait, 1, 2 séances suffisent pour aider le patient à relancer sa machine, entre guillemets, même si elle relance déjà. Encore une fois, on n'est qu'un catalyseur, quoi. Mais, Mais mais tu vois, voilà, le temps, en fait, est important quand même, je pense, à souligner en fonction de l'état dans lequel le patient a sa capacité adaptative. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire oui, comprendre, mais oui, mais tu vois, ton exemple, par exemple, peut être un piège. D'un point de vue clinique, ça peut être un piège. Parce que quelqu'un qui est fatigué, euh, il faut bien comprendre que notre intervention, nos outils, nos techniques, quels qu'ils soient, va demander à une oui, certaine forme, va demander d'intégrer et donc va prendre une part de sa vitalité. ça c'est Si, sûr et certain. si nous ne sommes pas suffisamment conscients et vigilants sur les, sur les conséquences de nos actions
sur la façon dont le corps du patient digère et assimile nos techniques. C'est pour ça que c'est aussi important de connaître par cœur le système nerveux autonome. Ça, j'insiste surtout pour les ostéopathes. Là, il n'y a pas de à moitié. Le système nerveux autonome, c'est par cœur. Il faut vraiment comprendre que si on intervient, même en voulant bien faire, en fait, on peut faire des erreurs. Parce que ça a un coût énergétique, l'intégration. Et donc, il va falloir, si la personne effectivement est fatiguée, et en fonction de la raison qui fait qu'elle est fatiguée, va nous dire des choses sur les techniques à utiliser. Exactement. Parmi ces techniques, lesquelles, dans quel ordre je vais les utiliser. Exactement. Et ça, c'est ce qui va déterminer notre efficacité. Tu vois? Mais quelqu'un je suis tout à fait d'accord avec toi. Quelqu'un qui, par exemple, d'un point de vue clinique, va avoir un système nerveux qui est épuisé. Ce n'est pas la même chose si la personne est fatiguée parce qu'elle vient de courir, par exemple, un marathon, et si elle est dans une situation, par exemple, d'hypersympathicotonie relative. Oui. Et ça, cliniquement, il faut être capable de le distinguer. C'est pour ça aussi qu'il faut savoir définir correctement le terme de fatigue. C'est ça. Ouais. C'est ça. Il faut d'abord le définir. Voilà. Mais il faut comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Bien sûr. Puis je pense que tu l'as déjà vécu avec certains patients. Alors, puisque même si l'idée c'est ne pas nuire, ça c'est très important. Il ne faut pas nuire. Donc quand on ne sait pas ou quand on a un doute, on ne fait pas. Ça c'est obligatoire. Il faut faire attention. Mais je pense que c'est important aussi de dire que si quelquefois on pense bien faire, on pense avoir bien fait les choses, et puis on fait quelque chose, et puis deux ou trois jours plus tard, il y a la personne qui vous appelle qui fait Pierre, ça va pas. Oula! Ça veut dire qu'en fait, notre intervention a dépassé sa capacité adaptative, sans doute, et ça l'a mis encore plus mal. Donc c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut faire vachement, vachement attention. Ouais. Il faut faire d'autant plus attention que nous avons, rappelle-toi, au tout début de notre entretien, nous avons parlé de ce concept fondamental de l'ignorance de notre ignorance. Ce qui fait que dans un monde aujourd'hui où nous rassurons les étudiants au maximum en leur donnant des certitudes et donc en leur empêchant d'accéder à l'ignorance de leur ignorance, eh bien, beaucoup de gens, beaucoup de praticiens ne vont pas être suffisamment armés pour avoir des alarmes. Des alertes. Et ils vont se dire, attends, moi, mon professeur qui est, voilà, il m'a appris à faire comme ça. J'ai fait exactement pareil. Donc, je me dédouane, en fait. Je me dédouane, oui. Et là, on n'est pas du tout dans les préceptes parce que pour éviter, pour faire en sorte d'avant tout ne pas nuire, il faut d'abord savoir comment fonctionne le système. Parce que si tu ne sais pas comment il fonctionne, tu ne sais pas comment il va réagir. Et alors là, on rentre évidemment dans tout le travail de notre académie qui essaie justement d'appréhender toute la complexité de la biologie et de l'appliquer à la physiologie humaine. Mais une fois que tu as fait ça, eh bien en fait, non seulement tu te rends compte du vertige, du nombre de choses d'interaction, je te renvoie au cours qu'on a fait sur la cybernétique notamment. Avec Canon et tout. Voilà, et lorsqu'on l'a appliqué au système nerveux, lorsqu'on l'a appliqué au système endocrinien, là on a le vertige et on est bien loin de ce qu'on apprend dans les bouquins traditionnels où le système nerveux et le système endocrinien sont séparés. Alors que dans notre corps, ils ne sont pas séparés. Exactement. Donc aujourd'hui, lorsqu'un étudiant sort, qu'il est praticien, qu'il est face à un patient, eh bien, il n'a pas forcément tous les outils pour évaluer son niveau d'ignorance et pouvoir évoluer dans quelle mesure est-ce qu'il risque de nuire. Et donc, il va se désengager en disant oui, effectivement, parce qu'il faut aussi qu'il travaille quand même. Il ne peut pas dire à chaque fois. Et donc, en appliquant à la lettre ce qu'on lui a appris, sauf que c'est complètement décontextualisé. Et là, on ne travaille plus du tout avec un être vivant. On travaille avec une théorie. Et là, il y a un vrai problème parce que c'est là que va apparaître toutes les sensations
en fait, des gens qui ne se sentent pas encore prêts pour pratiquer, qui ont un syndrome de l'imposteur, qui ont, tu vois, toutes ces choses-là, elles viennent du sentiment profond, je pense, qu'il existe quelque part ce concept justement d'ignorant qui s'ignore, mais qu'ils ignorent, tu vois, mais ils le pressentent au fond d'eux, donc ils y vont un peu en reculant. Ils y vont un peu en reculant, ouais. Il y a quelque chose qui ne va pas, je ne me sens pas là de pratiquer. Oui, les techniques, je les connais. Oui, j'ai eu des bonnes notes aux examens, mais il me manque quelque chose qui fait que je ne me sens pas pleinement avec une assise suffisamment sereine pour pouvoir vraiment faire et appliquer tout ce que j'ai appris. Et ça, c'est justement le travail de cette académie, de mettre le doigt sur ce qu'on a caché, sur ce qu'on a voilé, mais pas caché parce qu'on veut cacher des choses. Non, caché par ignorance. Parce que nous ignorons aujourd'hui beaucoup de choses sur notre propre ignorance. Et donc, l'objectif de l'académie, ce n'est pas du coup de tout découvrir, mais c'est à partir du moment où on a découvert qu'on ignorait des choses, c'est faire un travail de vigilance et de rigueur pour essayer d'avancer en étant vigilant par rapport à ça et d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Tu transmets une méthode pour vous dire, n'oubliez pas, vous êtes, quoi qu'il arrive, et vous serez, quoi qu'il arrive, inconscient de quelque chose. Donc, essayez de lever le voile progressivement sur votre inconscient. C'est ça. Ah, et le paradoxe là-dedans, Pierre, le paradoxe, c'est que on peut, dans cet état d'esprit, on pourrait se dire, mais alors à ce moment-là, on ne fait plus rien en fait. Parce qu'on se rend compte qu'on ignore de plus en plus de choses, donc on ne fait rien. Eh bien, c'est tout le contraire. Parce que, tout simplement, le peu de choses, et là c'est très important ce que je vous dis, le peu de choses que du coup vous êtes habilité à faire parce que vous avez bien compris dans quelle sphère, dans quel terrain vous étiez en train d'évoluer, eh bien le peu de choses que vous faites a une puissance 1000 d'actions par rapport à quand vous l'ignoriez. Oui, c'est normal. Ce qui fait que vous avez moins besoin d'intervenir. Là où vous aviez besoin d'utiliser 40 techniques ou de donner 15 compléments alimentaires, eh bien, avec cela, vous allez ramener, synthétiser au strict minimum par rapport aux besoins spécifiques et singuliers de votre patient. Et c'est là où vous allez laisser, et en réduisant, c'est-à-dire en synthétisant, vous allez du coup laisser plus de place à tous les mécanismes d'hormèse et d'homéorésie qu'il n'y avait pas avant parce que c'était étouffé par notre interventionnisme qui était le symptôme de l'ignorance, de notre propre ignorance. Et la boucle est bouclée. Non, mais carrément. Carrément. Non, mais c'est intéressant, tu vois. C'est... alors, moi, parce que j'en avais discuté avec pas mal d'élèves qui me disaient, moi, ce que je veux, c'est être efficace. Il y a aussi ça, hein, c'est je me dois d'être efficace. Et en fait, moi, je me souviendrai toujours d'un de mes profs qui m'a dit, tu deviendras efficace quand tu arrêteras de vouloir être efficace. Et en fait, c'est ça, c'est une forme de lâcher prise, quoi. C'est OK, bah lâche, laisse faire. Ce qui doit se passer, ça se passera. Si ça ne doit pas se passer, ça se passera pas. Et ce n'est pas grave. Et c'est vraiment un peu, je trouve, et ça c'est aussi qui est intéressant dans ce que tu apportes dans le travail de l'académie, c'est faire confiance. Tu vois? C'est, vous avez vu comment c'est complexe. Vous ne pouvez pas tout comprendre. C'est une machine exceptionnelle. Eh ben, faites confiance. Exactement. Okay, je lâche. Exactement. C'est trop bien. Vous passez votre temps à vouloir combler structurer là, tu vois. Du contrôle, par de la maîtrise, et les gars, lâchez. Vous ne serez jamais aussi compétent que la nature, que de tout ce système-là. Donc, alliez-vous à lui au lieu de le combattre et d'essayer de le dépasser. Exactement. Tu vois, et en plus, si vous faites ça, vous allez vous détendre. Quand vous allez vous détendre, mais vous allez devenir plus robuste. Hein, on revient sur nos et donc, vous allez devenir cohérent par rapport au système. C'est-à-dire que là où vous étiez isolé dans votre coin et donc vous passez votre temps à vous battre et à lutter contre votre environnement,
parce que je vous rappelle que vous vous battez contre les microbes, vous vous battez contre les virus, vous vous battez contre la douleur, vous vous battez contre les symptômes, vous vous battez contre les carences, que vous avez l'impression que ce sont des carences, vous passez votre temps à vous battre. Et ça, c'est parce qu'on ne se rend pas compte que le paradigme dans lequel nous a amené l'histoire des sciences de la médecine, c'est un paradigme guerrier. Mais ça, on ne le questionne même pas. Enfin, si, nous, on le questionne mais ce n'est pas questionné. Et donc, en fait, c'est normal, j'ai un symptôme. Mais oui, mais c'est normal, il faut prendre quelque chose pour le faire disparaître. Et pourquoi? Mais oui, mais parce que c'est un symptôme, donc il faut. Mais oui, mais pourquoi? Et là, tu vois, on rentre dans une forme de maïeutique qui va créer justement toute la singularité de cette académie. Poser des questions là où on nous a déshabitués à avoir des certitudes. Des certitudes, ouais. Des certitudes, et se rendre compte en fait que c'est là que réside la véritable compréhension de la complexité du vivant. Carrément. Donc, apprivoisons notre renard. Mais oui, la clé c'est ça. La clé c'est ça. C'est là où il y a de la confrontation, là où il y a de la peur, là où il y a de la crainte, là où il y a même de la colère. La colère. De la colère. Arrêtons de fuir et essayons de l'apprivoiser. Arrêtons de lui tourner le dos, essayons de le regarder et essayons non pas de l'embrasser, parce qu'on a quand même nos mécanismes de défense et tout ça, on en a peur, mais apprivoisons. Le fait, ce grand enseignement du renard et du petit prince fait qu'il nous donne un sas de sécurité pour reconditionner nos rapports aux choses. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas tout d'un coup de renverser votre façon de faire et d'aimer quelque chose que vous détestez. Non, mais il vous dit simplement, mettez-le, au lieu de tourner le dos, remettez-vous en face, mais mettez de la distance. Mettez une distance qui, au départ, vous paraît acceptable. Si c'est 5 mètres, c'est 5 mètres. Si c'est 50 mètres, c'est 50 mètres. Si c'est 1 kilomètre, c'est 1 kilomètre. Il n'y a pas de problème. Mais s'il vous plaît, ne lui tournez plus le dos. Ne lui tournez plus le dos. Il vaut mieux qu'il soit face à vous à 1 kilomètre et que vous commenciez un processus d'apprivoisement plutôt que vous soyez à 1 mètre de lui, mais dos à dos. Et ce chemin d'apprivoisement, eh bien, en fait, c'est ce chemin que propose l'Académie, tout simplement. Trop bien. C'est bien résumé, hein? Écoute, je pense que ça y ressemble. Et moi, j'avais quand même une question à te poser parce que, en plus d'être si je peux y répondre. Oui, mais en plus d'être kiné, tu as effectivement cette double casquette d'être aussi dans l'enseignement. Oui. Et donc ça, c'est quand même très important par rapport à tout ce qu'on a dit. J'aurais aimé que tu nous partages, pour les gens qui sont aussi dans l'enseignement, qu'est-ce que ce travail justement au sein de l'académie t'a apporté et a pu modifier ou du moins reconfigurer dans ton rapport à l'enseignement et à ta posture en tant qu'enseignant, dans ta relation avec tes élèves? Bon, déjà, moi, ça fait à peu près 5 ans que j'enseigne. Enfin, j'enseigne. Je transmets. Je préfère dire transmettre. Ça me paraît plus juste. Avant, j'avais quand même la première année. Bon, fallait que je me rassure, c'était la première année. C'est toujours la même chose, hein. On arrive devant une promo, il y a 50 élèves qui vous regardent comme ça. Il faut trouver sa légitimité. C'est pas compliqué. Voilà. Donc, il faut en mettre plein la vue, quoi. C'est toujours comme ça. Donc, en fait, j'avais fait des courses en plus sur l'anatomie, donc c'est quelque chose qui est un peu fastidieux. Enfin, moi, ça me passionne, mais c'est quand même fastidieux. Donc, j'avais une posture très, moi, je sais, et puis vous m'écoutez. Ouais. Et puis, j'ai remarqué que, en plus, je faisais des blocs de 4 heures, donc c'est lourd, quoi. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était pas la meilleure des choses, notamment parce que je les noyais dans une somme d'informations très importante. Et en fait, au final, le savoir qu'ils en tenaient n'était pas optimal. Ils étaient obligés de rebosser très souvent en fait leur cours. Et donc avec mes collègues, on en a discuté, on s'est dit,
bon, on a de la chance, on travaille sur de l'humain, on travaille sur du corps, est-ce qu'on peut pas utiliser d'autres facteurs qui vont permettre l'intégration de ces informations? Et donc là, au fur et à mesure, donc on a quand même mis beaucoup de temps pour trouver ce processus, mais en fait, on a réussi à trouver quelque chose de très dynamique et donc plus statique et avec un travail en fait plus de, je dirais, de compagnonnage, quoi. On guide vers, quoi. Et donc l'idée, c'est ce qu'on s'était dit, on commence en fait l'anatomie en disant, tu vas prendre le complexe de l'épaule, donc vous avez plusieurs os, etc. On va commencer par la clavicule. Puis on déterminait bien la clavicule, etc. On faisait ça en une demi-heure, trois quarts d'heure, ça suffisait. Et puis on disait, bon bah maintenant, allez, on se met à deux, et puis on va palper. Et puis on commençait à palper. Et puis on palpait. Puis on continuait à palper. Et puis après, on disait, bon, bah maintenant que vous avez bien intégré la clavicule, on va passer à l'omoplate, la scapula. Puis on faisait la scapula, et ainsi de suite. Et puis, en fin de journée, on les remettait ensemble et on disait, bon, maintenant, on fermait les yeux, et puis on pose les doigts, et puis vous nous écoutez, et puis, allez, on vous guide. Puis il commençait à palper, à palper, à palper. On faisait ça le lundi, puis on faisait ça le mardi, puis on faisait ça le mercredi, et ainsi de suite. Et en fait, donc, je sais pas si vous connaissez l'apprentissage, mais en fait, vous avez des courbes d'apprentissage, et puis vous avez un max d'apprentissage, et puis c'est normal, l'apprentissage diminue, puis en fait, il faut toujours le réactiver, en fait. Et plus vous les réactivez, et plus vous allez l'engrammer, en fait, dans le cerveau, ce savoir. Et donc, en gros, c'était sur ce principe-là qu'on s'était basé. En fait, on a remarqué que non seulement l'information était intégrée en termes de savoir, mais il était en plus intégré en termes de connaissances. On a remarqué que quand on commençait à aborder après les techniques de manipulation classiques, en fait, de mobilisation classique d'une épaule, en fait, ils posaient déjà leurs mains sans qu'on leur dise, bah, pose tes mains comme ça. Non, ça devenait naturel, quoi. Et donc, en fait, on s'est dit, bah, l'idée de passer d'une information à un savoir pour passer à une connaissance, il faut que ça se passe par l'intégration corporelle, en même temps avec l'intégration intellectuelle, et surtout le lien. Et on en revient à ce que tu disais, en fait. Et le lien entre le corps, l'esprit et la relation qu'on peut avoir avec le corps de l'autre, c'est ça qui va faire qu'on va intégrer, quoi. Voilà. Et donc, on leur disait, OK, maintenant, en une semaine, vous êtes capable de mobiliser une épaule, vous connaissez 70% de l'épaule. Maintenant, la semaine prochaine et la semaine d'après, vous me refaites la même chose sur papa, sur mamie, sur votre chien, peu importe. Mais maintenant, il va falloir construire une carte mentale supplémentaire sur une diversité de corps. C'est comme ça que vous allez pouvoir l'intégrer correctement. Et je t'assure qu'il revenait 6 semaines après du séminaire, il disait, ah non, mais alors, l'épaule, qu'est-ce que c'était compliqué au départ. Alors maintenant, mais c'est easy, quoi. J'y arrive, quoi. Et ça, c'est génial. Je pense que, je dirais que cette formation m'a permis, en fait, de me remettre en question sur ma posture en tant qu'enseignant, en tant que transmetteur, et de construire progressivement, en lien avec leur retour, quelque chose qui, je dirais, est plus propice à l'intégration à la fois du savoir qui devient connaissance, quoi. Je dirais ça, quoi. Et donc là, il y a vraiment tu fais vraiment un lien entre la façon que tu as eu de transmettre les choses au départ à tes élèves, la façon dont sont abordées du coup les notions, mais les caractéristiques, je dirais, mais de l'homéostasie, de l'hormèse et de l'homéorésie, pour ceux qui le découvriront. Donc il y a vraiment une analogie. Et est-ce que tu as ressenti un changement dans la façon dont tes élèves vivaient l'apprentissage? Ils avaient le smile. Voilà. Et maintenant, quand je réinterviens, souvent c'est quand est-ce qu'on a les cours avec Pierre? C'est ça. Voilà, en fait, je pense en plus que cette façon de faire, après il y a plein de façons de faire différentes, mais on va dire dans ses principes fondamentaux, ça suscite l'émerveillement, ça suscite la passion, et je pense que l'émerveillement, la passion transmise et vécue, c'est un facteur clé d'intégration. J'en suis persuadé. Voilà. Là, il y a quelque chose de fondamental aussi dans ta transmission, c'est justement la notion de posture. Encore une fois, j'y reviens. Mais là où, tu te rappelles les premiers cours où tu disais effectivement qu'il fallait être dans une posture d'enseignant, c'est toi qui savais et eux qui ne savaient pas. Là, on décrit l'ancien paradigme, si tu veux, qu'on combat un petit peu, où eux sont passifs et c'est toi qui monopolise l'activité. Exactement.
Et en fait, donc, en intégrant les principes justement des caractéristiques des différents modules dont on parle, tu vas peu à peu déléguer de ton activité pour le passer en fait à tes élèves qui vont devenir de plus en plus actifs. Et le fait de devenir, eux, de prendre de plus en plus part dans l'activité, il va y avoir un mécanisme, un phénomène très important qui va y avoir lieu, c'est que ça va donner du sens à ce qu'ils font. Parce qu'au départ, quand tu as un enseignant en haut de la pyramide et des gens qui essayent d'étudier, mais que ça va que dans un sens, eh bien en fait, il y a une absence totale de sens. Pourquoi? Parce que ce que tu apprends, ce que les gens apprennent, et il y a des gens, il y a des élèves qui ont dit non, 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 pour moi, non, non, ça a du sens. Non. Pour le peu de gens pour qui ça a du sens, quand ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire 100% actif pour le prof et 100% passif pour les élèves, parmi les élèves qui pensent avoir du sens dans ce qui est transmis, ce n'est pas leur sens, c'est le sens de l'enseignant. Tout à fait. Oui, et oui. Et c'est pour ça qu'après, on se retrouve en fait avec des perroquets et des gens qui sont incapables de justifier leur raisonnement et leur argument uniquement en disant « mais parce que c'est telle personne qui l'a dit ou c'est telle personne qui me l'a enseigné ». Uniquement comme ça. J'aurais dit « mais attendez, mais c'est pas un argument ça. C'est pas un argument. Il faut explique-moi d'un point de vue physiologique, anatomique, biomécanique, pourquoi tu fais comme ça ou comme ça ?» Ah non, mais c'est parce que je l'ai appris comme ça ou on me l'a enseigné. Je l'ai appris comme ça. Exactement. Donc il n'y a pas d'intégration. Il y a juste, mais il n'y a pas de parce qu'il n'y a connaissance. pas de sens. Il n'y a pas de sens personnel. Exactement. Et ça, c'est ça, en fait, ça, je suis d'accord avec toi. La connaissance, c'est ça. C'est réussir à transmettre un savoir personnellement de ce que l'on en a compris, de ce que l'on a intégré. Exactement. Et là, il y a un biais cognitif dont la majorité des gens ignorent. C'est que justement, il ne te suffit pas de comprendre quelque chose ou de croire que tu as compris pour que ça ait du sens pour toi. Et ce qui est important dans cette vie, ce n'est pas de comprendre, c'est que ça ait du sens. C'est le sens qui donne justement ce mouvement au vivant. Ce n'est pas la compréhension. Parce que la vie, elle opère, elle se fait, même si nous ne la comprenons pas. Elle n'a pas besoin que nous la comprenions, tu vois, pour qu'elle opère. Et donc, ça, c'est fondamental parce que justement, si tu reprends la structure des cours, des différents modules, la façon dont je vous l'ai amené, c'est justement pour vous donner du sens. Pas pour que vous compreniez pourquoi il y a eu telle révolution scientifique, mais pour que historiquement, vous compreniez le sens que cela a, pour que cette découverte, vous en fassiez votre découverte, votre compréhension de cette découverte. Tu vois là, et là, la nuance, elle est fondamentale. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont sur l'illusion de comprendre, alors que ce qui va nous animer, ce qui va nous émerveiller réellement, ce qui va nous unir, ce qui va nous relier, c'est le sens. Le sens, okay. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre beaucoup plus en avant, parce qu'à partir du moment où un élève donne du sens à ce qu'il apprend, il rayonne. Oui, il rayonne. Il est trop content. Il devient boulimique. Il devient exactement. Et il apprend comme ça. Intellect ou pas intellect. Ou alors, tout d'un coup, il développe des capacités qu'on ignorait totalement. Oh, dis donc, on ne savait pas. Tout d'un coup, il s'est épanoui. Il a trouvé sa voie. Évidemment. Tout ce qu'on lui a enseigné, tout ce qu'on lui a transmis jusqu'à présent, ça n'avait pas de sens. Oui. Il a trouvé le sens à sa vie, en fait. Exactement. Et l'objectif de ce travail de déconstruction au sein de l'académie, ce n'est pas de vous permettre de vous faire comprendre ma vision des choses. Pas du tout. C'est de redonner du sens à l'histoire des sciences et à toutes les révolutions scientifiques pour que vous ayez, vous, et que vous donniez du sens à ce que cela représente dans votre vie. Que vous soyez thérapeute, que vous soyez apiculteur, que vous soyez avocat, que vous soyez parent, peu importe. Tu vois? Donc la nuance et la singularité, elle est très très forte. Très forte. Et puis alors après, donc par rapport à ça, aussi à l'enseignement, c'est que souvent,
j'aime bien faire ça maintenant, ça les énerve. Mais au bout du cursus, donc où on a fait quasiment toute l'anatomie en un an, à Mhm. la fin, je les regarde, j'ai fait. Alors maintenant que vous avez bien compris l'anatomie, etc., je leur dis, en fait, ce que je vous ai dit, c'est faux. Et- Je dis, tu peux pas dire ça. Ah si, tout ce que je vous ai dit, en fait, c'est faux. Mais pourquoi? En fait, ce n'est qu'une représentation. Donc en fait, ce n'est pas le réel. C'est pas le réel. C'est une réalité parce Mhm. qu'il faut que vous passiez par là pour comprendre le corps, pour que vous arriviez à le matérialiser, pour que vous arriviez à faire un lien entre ce que vous avez sur vos doigts et ce que vous en comprenez. Mais par contre, maintenant, tout est possible. Hein. C'est-à-dire, il va falloir réapprendre votre anatomie. Et notamment, moi, je vous fais des schémas et je vous les fais en statique. Hein. Sauf que le corps, il fonctionne pas en statique, il fonctionne en dynamique. Non seulement il fonctionne en dynamique d'un point de vue global, mais Ouais, il fonctionne en dynamique d'un point de vue microscopique. exactement. Et là, c'est complètement différent. Et là, ils Ouais. sont là, ils font Pierre, t'es relou. Oui, Mais oui, non. mais oui, mais Mais je pense que ça, par contre, ça, je n'osais pas le dire, mais je pense que c'est fondamental parce qu'à la fin de ce cours-là, il faut leur dire que ce que vous avez appris n'est qu'une représentation de quelque chose et n'est pas le réel. C'est vraiment fondamental. Sinon, en fait, ils vont dire, moi, je connais l'anatomie et ils vont se figer sur une anatomie qui ne représente pas le vivant. livresque. Voilà. Livresque. L'ivresse, voilà. Et C'est finalement une anatomie de cadavre. c'est ça, mais c'est exactement ça, c'est une anatomie de cadavre. C'est pour ça aussi que là, ma question en ce moment, c'est de me dire comment je peux euh, transmettre cette anatomie. On est obligé de passer par Oui, euh, cette anatomie, on va dire, à la newtonienne, quoi. Hein, donc, descriptive, descriptive. descriptive, de dissection, quoi, issue de la dissection. Et après, l'idée, c'est Sioniste, comment enseigner on est vraiment sur du Descartes en fait. On est sur sur une des approche Descartes, ouais, exactement. sur du Mais je me dis, comment on peut enseigner maintenant cette matière pour la revisiter, la réenchanter. Parce que souvent, quand on dit j'apprends l'anatomie, tout le monde se fait chier, quoi. Hein. C'est dommage. Et je pense là, il y a un sujet de se poser la question comment on peut formuler un nouvel enseignement pour la rendre encore plus dynamique et plus proche, en fait, du réel, quoi. Voilà, je pense que ça, c'est une question. Ouais. Alors, en suspens, hein, je n'ai pas la Ah oui, réponse. oui, mais je pense que déjà, en prenant en considération les implications de toutes les révolutions scientifiques que nous voyons à l'académie, on a un début de réponse. Je te Ouais. renvoie par exemple à la biologie quantique. Lorsque je vous parle des biophotons et de leur justement, de la façon dont ils sont disposés dans l'organisme et de la façon dont on les retrouve. Tu te rappelles que ça retraçait bizarrement justement certaines voies des méridiens qui avaient été décrits jusqu'à présent. Eh bien, en fait, Ouais. ça nous donne déjà une idée de nous dire, mais en fait, il faut redécrire notre physiologie, il faut redécrire notre structure même anatomique d'un point de vue du système nerveux, du système endocrinien, à partir de ce que nous comprenons aujourd'hui, ce qui n'est absolument pas fait. Donc, Parfait. l'une des premières étapes, c'est de mettre à jour nos connaissances. Et encore une fois, c'est ce travail qu'on fait au sein de l'académie, de se rendre compte que nous sommes en retard dans ce que nous savons par rapport à ce que nous avons découvert. Parce que avant d'attendre de découvrir de nouvelles choses, nous devons faire l'effort de mettre à jour ce que nous avons découvert Ouais, et exactement. de s'assurer que nous mesurons véritablement les implications et de Implication. comprendre, de réaliser ce que ça veut dire sur l'anatomie descriptive. Qu'est-ce que ça veut dire sur le système nerveux? Qu'est-ce que ça veut dire sur le système endocrinien? Qu'est-ce que ça veut dire sur le système vasculaire? Ça a des implications énormes et on a déjà vu une bribe énorme dans la biologie quantique. Vraiment Mm. énorme. Ouais, donc, moi, je parlais d'une éventuelle présentation en homologie, tu sais, entre Oui, anatomie, enfin, en médecine traditionnelle chinoise et puis attracteur étrange. J'aimerais bien faire une proposition aussi après sur l'anatomie, tu vois, bien sûr, un bien sûr. regard nouveau sur l'anatomie et anatomie descriptive. Je trouve que c'est un travail à faire, Mais oui, clairement. déjà, ce premier travail que tu vas nous proposer là, au sein de l'académie, ça va déjà ouvrir des portes. Et vu Mm. que tout le monde a fait cette formation, on va tous pouvoir, avec notre singularité, notre sensibilité, réfléchir, rebondir sur ce que tu nous as proposé et amener cette réflexion plus loin. C'est là où ce travail, justement, devient vraiment vertueux. Et alors toi, est-ce que dans ton enseignement, parce que toi aussi tu donnes des cours, si je dis pas de bêtises,
tout à fait. Tu fais des cours plutôt sur quoi? Sur plutôt de la technicité, plutôt sur de Alors, l'épistémologie, moi, plutôt de moi, l'anatomie? j'ai fait ça au tout début sur l'anatomie, puis en fait, c'est quelque chose qui m'a assez vite. C'était pas assez stimulant pour moi. C'était Ok. trop. Ouais. J'avais besoin. Et donc, là où moi, j'ai été plutôt. Là où j'ai focalisé mon travail et mon attention, ça a été du coup sur l'histoire de l'ostéopathie, parce que moi je suis vraiment en ostéopathie, et sur la dimension épistémologique, c'est-à-dire Mm. l'idée d'un travail de questionnement, mais en intégrant toutes les matières, c'est-à-dire de ne pas isoler. En fait, toutes les matières sont enseignées isolément. Les éléments. Mon dada, c'est de savoir, OK, maintenant qu'on les a isolés, comment on fait pour les questionner en les rassemblant? On est rassemblés. Et donc, moi, mon travail, il a surtout consisté à travailler justement sur cette dimension épistémologique. Ok. Et tu continues à enseigner. Alors là, maintenant, je le fais plus en présentiel parce que je fais juste des interventions en distance. Parce que là, maintenant, tu sais, entre la vie de famille et ce travail-là, le travail au cabinet, c'est compliqué parce que j'ai quand même aussi donc l'académie pour lequel je donne beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie parce que c'est quelque chose de très, très important. Donc, j'ai été obligé de faire des choix et le temps que j'ai passé à l'académie, si tu veux, je l'ai délaissé dans les bancs de l'école. Ok. Mais bon, ça pourra peut-être revenir, hein, l'avenir Bien sûr. nous le dira. Mais en tout cas, cette académie m'a donné des libertés beaucoup plus importantes pour pouvoir justement aller plus loin dans justement cette reconnexion de tous ces éléments qui avaient été trop longtemps Ouais. séparés. Cette anatomie, il ne faut plus la questionner, il ne faut plus l'apprendre isolée. Ouais. Ça, je suis d'accord. Mm. Et est-ce que toi, en tant qu'enseignant, tu as ressenti des freins auprès de tes collègues de Alors par oui, ton approche qui est quand même oui, singulière? oui. Beaucoup de freins, mais qui sont liés essentiellement à ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire à l'ignorance de cette ignorance. Mm, C'est-à-dire que n'ayant pas une vision systémique, j'ai envie de dire, mm, en fait, on ne voit pas l'intérêt de changer ce qu'on a toujours fait de cette façon-là. mm, Et mm, c'est tellement, ça casse tellement les codes, les habitudes. euh, Tu vois, ça casse justement la façon qu'on a d'enseigner les choses. Et donc, oui, il y a une certaine réticence, mais qui est consciente et inconsciente. Parce que mm, les gens, de par leur biais cognitif, sont aussi réticents au changement. mm. Les gens n'aiment pas le changement. Alors, la Et question, tu vois, que je me pose, moi, c'est est-ce qu'ils sont réticents au changement parce que intellectuellement c'est comme ça, ou bon, c'est parce que physiquement ils sont rigides? Tu vois, ah oui, c'est un peu l'œuf de la poule. Je sais ouais, mais jamais. pour Tu moi, vois. il y a les deux. Pour moi, il y a Les les deux. deux. Il y a un conditionnement aussi, il y a un préconditionnement aussi à penser que lorsque tu as un certain statut comme d'enseignant, ben en fait, tu sais. Et donc, plus tu crois savoir, moins tu es enclin à remettre en question ce que tu crois savoir. Tu vois, il y a une espèce de. Ben oui, parce que tu as quand même un statut aussi à défendre. Et donc, si tu te présentes en disant qu'en fait, non, tu ne sais pas grand-chose, c'est difficile à tenir. Tu vois. Donc, il y a ça. Et ensuite, il y a le fait que ton organisme, physiquement, n'est pas aujourd'hui préparé à de la robustesse, mais à de la dureté, c'est-à-dire à du renforcement. Non, forcément, ouais. Renforcement. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, tu vois, l'hormèse, par exemple, est vulgarisé comme étant du renforcement, Du renforcement. alors que ce n'est absolument pas du Non, renforcement. c'est qu'une partie en fait de l'hormèse. Oui, non, et puis C'est plein de choses. c'est une vision, une Oui, c'est perspective. ça, c'est Et une ce vision. que tu renforces, mais ce n'est pas l'identité de l'hormèse. L'hormèse, Mm. c'est pas le renforcement. C'est comme si tu disais, je sais pas, c'est comme si tu disais, je sais pas, je sais pas, c'est réduire quelque chose euh, euh, à quelque chose d'extrêmement, qui n'est à quelque chose de non significatif. C'est comme Mm. si tu disais que l'apprentissage, c'est l'école. Mm. Voilà.
C'est-à-dire que, en gros, ce que tu peux apprendre, c'est uniquement ce que tu fais à l'école. En dehors de l'école, tu peux rien apprendre. Ben non, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le cadre de l'école, tu peux apprendre des choses, mais ce n'est pas l'identité de l'école n'est pas l'apprentissage. Tu vois la nuance où c'est. Ouais, totalement. Et l'hormèse est là-dedans, en fait. C'est qu'aujourd'hui, on a cru comprendre un aspect des éléments qui se développent au sein d'un mécanisme complexe et on en a fait une identité. Et donc, on l'a réduit, parce qu'on est très fort pour ça, pour faire du réductionnisme et pour faire des généralités. On a fait du réductionnisme et on a dit, on a résumé, on a dit, tiens, là-bas, dans un château d'Hormèse, dans une petite pièce, là-bas, dans un coin, il y a du renforcement. Et au bout de quelques temps, c'est devenu Hormèse égale renforcement. En fait, parce que du coup, tu passes à côté de l'identité du véritable statut de l'hormèse, qui t'empêche, parce qu'à partir du moment où tu penses que l'hormèse c'est du renforcement, tu ne peux plus appréhender l'homéorésie. Automatiquement. Parce que tu fais du réductionnisme. Exactement. Par contre, quand tu l'étudies de façon systémique et que tu l'intègres dans ce qu'on a dit en amont par rapport à l'homéostasie, là, ça tourne vers quelque chose de beaucoup plus vaste et beaucoup plus dynamique. Et du coup, tu vois que ce que tu prenais pour du renforcement au début, ben en fait, ce n'est pas vraiment du renforcement, c'est de la robustesse, déjà. Et ensuite, ça t'ouvre vers des perspectives qui introduisent la notion extrêmement contemporaine de l'homéorésie. Et oui. Donc, tout un... Mais oui. Waouh. Et oui, mais waouh, parce que quand tu as compris, après, quand tu arrives à mettre un pied devant l'autre et qu'à chaque fois, c'est une révolution, tu te dis, mais j'étais où jusque-là, en fait? Je faisais quoi? Tu sais, un peu comme avec les enfants. Tu sais, quand tu as les enfants et que tu fais une rétrospective, mais tu te dis, mais elle était comment ma vie avant mes enfants? Mais grave, c'est totalement ça. Je faisais mais quoi? Qu'est-ce que je faisais? Je faisais quoi? C'est exactement ça. Je me couchais tôt. Là, c'est pareil. Quand tu passes un pas après l'autre, en étant hyper vigilant, rigoureux pour ne pas tomber dans le réductionnisme, dans le dogmatisme, et du coup d'avancer, et tu découvres du coup toute cette dimension d'émerveillant, tu dis, mais qu'est-ce que je faisais avant? Comment on peut penser en dehors d'un cadre aussi large? Comment on peut penser par un trou de serrure aussi petit? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment des questionnements fondamentaux. Ben, je pense vraiment que c'est quand on voit d'ailleurs tous les retours et même tout le travail que font les académiciens dans le cadre de leur présentation, on voit bien que ça chemine et que les choses avancent. Et surtout qu'il y a des choses où ils ne reviendront plus en arrière. Il y a des choses auxquelles tu ne peux plus revenir parce que tu as compris certaines choses qui sont fondamentales. Et je pense même que, parce que souvent, quand on dit on ne reviendra plus en arrière, c'est d'un point de vue intellectuel. Mais en fait, là, c'est plus qu'intellectuel. C'est en termes d'être. Ah, mais oui, de posture. D'état possible, de posture. Exactement. Exactement. C'est très, très profond. C'est très, très, très profond. Je crois que c'est profond. Oui, les implications. On se rend compte que l'aventure de l'académie n'est pas une aventure intellectuelle. C'est une aventure humaine. On apprend, on s'émerveille avec tout notre être, pas juste avec nos yeux et avec notre intellect, avec notre cerveau. On apprend aussi à apprendre avec le reste du corps et le reste de notre être. C'est ça. C'est différent. Voilà. En fait, alors, tu vois, je fais l'analogie. Je suis musicien aussi, je fais plein de trucs, mais je pense que je donne cette analogie parce que souvent, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà vécu ça. C'est, vous prenez, moi, je fais du violon. Je prends mon violon, j'apprends un morceau d'oreille. Bon. Puis j'essaye. Puis ça passe, mais il y a un moment où ça passe pas. Puis ça passe pas. Puis ça va pas passer, ça veut pas passer, ça veut pas passer. Puis à un moment, oh, c'est m'embête. Tu laisses ton truc à côté. Puis 2, 3 jours plus tard, tu reviens. Puis tu te dis, bon, on va voir si ça passe. Et là, ça passe d'un coup. Ça glisse, en fait, tu vois. Et là, en fait, c'est là que tu te dis, l'intégration est faite. C'est génial.
Et ben, en fait, j'ai l'impression, tu vois, que c'est ça. Et c'est pour cette raison aussi que, comme je te l'avais dit, je pense que je vais prendre le temps cette année de refaire toute la formation, de reprendre toutes les vidéos Ouais. et de m'y remettre et de voir quel est mon regard. Je pense qu'il aura complètement changé Ah oui, oui, vis-à-vis de ce que j'ai déjà vécu il y a un an, quoi. sûr. C'est sûr. Et c'est ça qui est aussi intéressant avec cette Ouais. formation, parce que finalement, c'est pas une formation où, à la fin de la formation, tu as une compétence, et puis tu crois savoir que tu sais à la Mm. fin, et puis après, ta formation, finalement, tu la ranges au placard. Tu considères que Exactement. c'est acquis. Là, c'est une formation qui t'accompagne toute ta vie, et un peu comme, en fait, le Petit Prince. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu Ouais. vas replonger dedans, tu vas avoir une nouvelle lecture, tu vas Totalement. avoir une nouvelle compréhension. Tu vois, ça me fait penser à des bouquins comme Le Prophète Ouais, de Khalil Gibran, ouais. ou alors un peu plus hermétique, c'est Airbag Kouachiche enfin, si tu connais, ça va me revenir, mais bref, c'est pareil, c'est comme un bouquin initiatique. Oui, Bah c'est là, j'ai ça. envie de dire, c'est un peu une formation initiatique, tu Ah ben alors là, c'est complètement. Pour moi, cette académie, elle est initiatique. Elle est initiatique. vois. Totalement. Totalement. Alors là, mais ça, c'est Et une certitude. voilà. Donc ça, Certitude. je trouve ça vraiment important et intéressant. Donc voilà, si les gens le cœur leur en dit, il faut qu'ils viennent, quoi. Et le reste, le cœur et le reste. Mais bien sûr, il faut Mm. qu'ils viennent. Il faut qu'on, cette famille ne demande qu'à s'enrichir Ouais, et c'est certain qu'il y a vraiment cette dimension vertueuse. C'est-à-dire que plus on est nombreux, exactement. plus le système est Ouais. dynamique et plus chacun apporte de sa touche, de sa personnalité, de sa singularité, de sa Ouais. poésie, et ça Sa devient quelque chose. sensibilité. Exactement, Exact. exactement. Bon, Pierre, merci infiniment, hein. Bah non, C'était merci à toi. un très bon Ça moment fait, encore passé avec toi pour, euh, pour ça fait justement encore plaisir. une fois questionner ce travail au sein de l'académie, mais aussi ces limites justement du savoir. Euh, je pense que je te reproposerai sur d'autres thématiques, peut-être un Avec petit peu plus plaisir. précises, pour que tu nous donnes un peu justement ces clés de pont entre ce que tu as appris au sein de l'académie et de la façon dont tu déroules ton raisonnement justement sur des cas très précis, que ce soit des cas cliniques ou des cas ou des Ouais, situations pratiques, pour que ça puisse parler aux gens et puis pour que toi et moi on puisse aussi aller plus loin dans cette réflexion. ouais, ouais, ouais. Puis ben, écoute, Avec ça sera. plaisir. Et puis nous, je ne sais pas si tu es avec nous ce soir, mais ce soir on se retrouve avec les académiciens. Je ne sais pas si Ouais, ce soir on se je retrouve crois ce que je vais pas soir. pouvoir. Bon, voilà. Et nous, on se retrouve de toute façon ce soir avec les autres académiciens. Et ben, ça sera pour parler de biologie quantique pour le coup. Trop Donc, on bien. aura pas mal de choses à dire. Et puis, ben, écoute, je te remercie et puis ben, je te dis à très Merci à bientôt. toi. Carrément. Et au plaisir. Merci beaucoup, à très vite. Salut, salut.